Voilà, donc je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir dans cet espace, dans cette table ronde virtuelle organisée par Transparency International France. Vous le savez tous, la France est sur le point de se doter d'un mécanisme de restitution des avoirs et à cette occasion, Transparency International France a souhaité réunir autour de cette table ronde virtuelle des experts et certains des principaux acteurs qui ont contribué à la création, à l'instauration de ce dispositif. Le webinaire se déroulera en deux temps. Dans un premier temps, nous entendrons pendant une vingtaine de minutes le sénateur Jean-Pierre Sueur et le docteur Ibrahim Mayaki qui présenteront la genèse pour le sénateur Jean-Pierre Sueur du dispositif et des enjeux internationaux plus globaux pour le docteur Mayaki. Puis nous continuerons autour d'une table ronde qui durera environ 1 heure et que j'aurai le plaisir de modérer. Nous discuterons de manière plus précise du futur dispositif français, de ses enjeux, de ses ambitions et de son potentiel rayonnement à l'échelle internationale et européenne. Alors, avant de laisser la parole au sénateur Jean-Pierre Sueur, je présente nos deux premiers intervenants en quelques mots. Jean-Pierre Sueur est sénateur du Loiret depuis 2001 et il est, entre autres, auteur de la proposition de loi relative à l'affectation des avoirs issus de la corruption transnationale, proposition de loi qui a été adoptée à l'unanimité par le Sénat en mai 2019 et qui a grandement contribué à inspirer les dispositions qui figurent dans le projet de loi de programmation qui porte création du dispositif de restitution. Nous entendrons ensuite le docteur Ibrahim Hassan Mayaki, qui fut le Premier ministre du Niger entre 1997 et 2000, qui est le directeur général de l'Agence de développement de l'Union africaine, et qui est également le coprésident du groupe de haut niveau sur la responsabilité de la transparence et l'intégrité financière pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030. Ce groupe de haut niveau, on l'appelle dans le jargon le FACTI Panel. Mais sans plus tarder, monsieur le sénateur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Je voulais d'abord saluer monsieur le Premier ministre, saluer mes collègues parlementaires, saluer tous les militants et tous les membres des associations qui nous écoutent. Je voulais présenter aussi des excuses parce que malheureusement, je ne pourrais pas rester au-delà de cette intervention introductive. On a tout organisé de manière à ce que ça marche comme ça, ce qui n'empêche pas la possibilité de très nombreux contacts maintenant et plus tard, enfin comme on en a depuis 3 ans maintenant avec Transparency International. Et puis, je voulais dire qu'à la base de tout cela, chère Sarah, vous avez été modeste parce que c'est pour la raison suivante. C'est parce qu'il y a 14 ans, Transparency International, Signal et le CCFD ont commencé à mener des actions judiciaires. C'est parce que vous avez mené ce combat avec une très grande ténacité pendant 14 ans qu'on y arrive aujourd'hui, enfin qu'on arrive au commencement de quelque chose d'important. Alors c'est vrai que moi j'ai été tout simplement sensibilisé parce que vous étiez venu me voir. Et vous voyez, ça sert de venir voir les parlementaires. Ils sont là pour écouter. Et vous m'avez expliqué votre combat et j'ai été tout de suite convaincu. Voyez-vous, chers amis, je dis chers amis, il y a un texte qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 31 octobre 2003, ratifié par la France en 2005, disant que lorsque des biens étaient confisqués, des biens volés, pillés auprès des pays pauvres le plus souvent, eh bien, ces biens devaient non seulement être confisqués, mais rétrocédés. Et tout le problème, c'est que jusqu'à présent, ils ne sont nullement rétrocédés. En gros, et sans entrer dans les détails, ils reviennent au budget de l'État, c'est-à-dire qu'ils sont gérés par une instance qui s'appelle la GRASC. Et puis, la GRASC réussit à transformer en argent un certain nombre de biens qui sont confisqués, et puis les reverse au budget de l'État. Ce qui est, bien sûr, c'est pas condamnable, mais en même temps, c'est tout à fait anormal, puisque on se sert de biens volés à des pays tiers pour accroître
le budget de la France. Donc, la proposition de loi, elle a été préparée avec Transparency, hein, et je l'ai présentée au Sénat en 2019, après avoir fait beaucoup de travail auprès des différents groupes, et je dois dire que j'ai une grande satisfaction de voir qu'elle était votée à l'unanimité. Elle prévoyait la création d'un fonds pour que les sommes en question, alors je précise que les sommes en question, bien sûr, c'est assez difficile de les évaluer précisément, puisque c'est du vol, mais c'est entre 20 milliards et 40 milliards de dollars par an. C'est-à-dire que c'est en gros près de la moitié ou 40%, entre 40 et 50% de l'aide mondiale au développement. Donc l'enjeu est énorme. C'est énorme, cette corruption. Ce n'est pas du tout marginal, c'est central. Donc, j'étais heureux de voir que cette proposition de loi a été adoptée et la ministre qui était là au banc du gouvernement a dit qu'elle s'engageait à ce que dans la prochaine loi de finances, on puisse la mettre en œuvre. L'ennui, c'est que c'est parti, qu'à l'Assemblée nationale, ça n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour et que l'Assemblée a confié à 2 députés le soin de faire un rapport. Ils ont fait un rapport dans lequel ils ont dit en gros à peu près la même chose que la proposition de loi, Toujours est-il que ça a pris du retard et qu'on a attendu. Et qu'il a fallu se battre, questions écrites, questions orales, rendez-vous dans les ministères, etc., etc. Et on a réussi finalement récemment, parce qu'il y a la loi sur l'aide au développement. Cette loi, il va y avoir une commission mixte paritaire demain, rassemblant 7 députés, 7 sénateurs. D'après ce que je sais, elle ne devrait pas changer pour l'essentiel, il y a peut-être quelques détails, mais le dispositif sur les biens mal acquis, qui a été d'ailleurs complété à l'Assemblée et au Sénat. Je tiens à rendre hommage à tous ceux qui nous ont aidés, en particulier Hervé Derville, je ne sais pas s'il nous entend, je crois qu'il sera là tout à l'heure, qui est le rapporteur du texte à l'Assemblée. Je rends hommage à tous mes collègues qui ont été rapporteurs, par exemple Hugues Saury, mais aussi Rachid Temal, hein, qui ont été rapporteurs au Sénat, ainsi que tous mes collègues de la Commission des affaires étrangères du Sénat, qui ont été vraiment formidables. Hein, tout le monde s'y est mis. J'ai été reçu par Éric Dupond-Moretti, qui m'a assuré de son total soutien. On a eu le soutien de Baptiste Prudhomme au ministère des Affaires étrangères. Et finalement, ils ont décroché aux affaires au Quai d'Orsay, et grâce à Baptiste, le soutien très, très chaleureux, finalement, de Bercy, parce qu'on craignait toujours à ce que ça coince à Bercy. Et finalement, le texte est très clair. Il dit que tous les biens, y compris lorsqu'il s'agit de recel, y compris lorsqu'il s'agit de blanchiment, et vous savez que c'était important que ce soit voté, parce que nous avons toujours le vice-président de la Guinée équatoriale qui a été condamné, mais seulement il fallait que la loi fût votée, donc elle va l'être dans quelques jours, définitivement, pour que la Cour de cassation puisse s'appuyer sur elle par rapport à ces biens. Donc, qu'est-ce que dit cette loi? Elle dit que toutes ces sommes ne seront pas versées dans un fonds comme je l'avais proposé, mais dans une ligne budgétaire qui sera ouverte sur le budget, c'est important, sur le budget des Affaires étrangères. Donc, dans le budget du ministère des Affaires étrangères, il y aura une ligne et tous les biens confisqués iront grossir cette ligne. Alors après, quel est le devenir? Et là, il faudra être extrêmement attentif, parce que c'est une grande victoire qu'une loi soit bientôt adoptée et bientôt promulguée, mais il faut qu'après elle s'applique. Or, vous voyez que la question, c'est que c'est difficile d'agir dans un pays étranger sans le gouvernement de ce pays, sans les autorités de ce pays. Mais s'il arrivait que parmi les autorités de ce pays, il y a quelques personnes aussi corrompues que les personnes à qui on a confisqué les biens,
naturellement, on risque de tourner en rond. Donc, il faudra, et c'est marqué dans la loi, il est marqué que ces fonds serviront exclusivement à l'aide au développement et à la démocratie dans les pays qui ont été spoliés. Donc, et naturellement, il faudra le faire en lien avec les autorités de ces pays, je vois mal comment ce serait autrement, mais en lien aussi avec les autorités, avec la société civile et les ONG de France et du pays concerné. C'est-à-dire que pour Transparency et les autres ONG, il y aura un travail très intense qui consistera à travailler avec les autorités, avec pourquoi pas l'AFD qui s'occupe du développement, avec les ONG, les autorités du pays, l'AFD, les ONG du pays concerné, les ONG françaises, pour bâtir des projets de développement qui seront financés par ces fonds. Naturellement, en toute transparence, puisque ce sera une ligne budgétaire et que l'affectation de cette ligne budgétaire, autrement dit l'usage qui en est fait, relèvera du contrôle du Parlement. Mais il est aussi bon que ça relève de l'attention particulière de la société civile et des ONG. Autrement dit, je termine. Vous voyez, dans cette affaire, heureusement qu'il y a eu le Parlement, mais s'il n'y avait pas eu les ONG, Transparency, Signal, CCFD, d'autres, si vous n'aviez pas été là pour bouger les parlementaires et pour nous aider et pour travailler avec vous, on n'en serait pas là. Et pour suivre le processus, nous, parlementaires, on aura un pouvoir de contrôle. Vous, vous aurez un devoir de vigilance, je suis sûr que vous allez l'exercer, de manière à ce qu'on fasse avancer une grande cause. Vous voyez, ce qui est en cause ici, c'est la moitié de l'aide au développement et c'est la corruption énorme qui existe dans tous les gens qui achètent des voitures. Alors, j'ai des descriptifs des rapts, enfin des vols, des voitures de très grande classe, très coûteuses, des appartements, des villas, des bâtiments, sans compter tout l'argent qui est placé, qui est blanchi, etc. Donc, c'est quelque chose de très important. Et je termine, puisque je vais devoir vous quitter, mais je regarderai tout, puisque c'est enregistré, je suppose, Sarah. Donc, je vais tout regarder, puis on reste en lien, en vous remerciant, vous qui êtes les vrais acteurs qui ont permis aux parlementaires d'avancer et au gouvernement d'avancer. Je tiens à le souligner très clairement. Je remercie Jean-Yves Le Drian particulièrement. Je remercie les ministres de la Justice, et déjà cité Dupond-Moretti et Bruno Le Maire, parce que là, on a finalement, au bout de 3 ans d'efforts, ça aurait pu aller plus vite, on a vraiment réussi quelque chose. Donc, merci de tout cœur à tous et à bientôt. À bientôt, Monsieur le Sénateur. Je vous remercie pour cette présentation très utile et sur laquelle on reviendra dans le cadre de la table ronde. À présent, pour une approche un petit peu plus internationale, je laisse la parole au docteur Ibrahim Hassan Mayaki. Vous avez la parole, je vous remercie. Merci, mais je suis vraiment très honoré d'être invité à cet échange sur un sujet qui est particulièrement critique. Et je vais expliquer pourquoi il est critique, mais laissez-moi d'abord saluer les parlementaires qui sont ici présents et puis reconnaître le rôle que Transparency International joue dans ce combat, parce qu'en fait, il s'agit d'un combat au sens propre du terme. Alors, cette question a été mise sur le devant de la scène dans le contexte des Nations Unies pour une raison fondamentale qui était le financement des objectifs du développement durable. C'est sous l'angle du financement des objectifs du développement durable que la question des flux financiers illicites a été abordée. Pourquoi? Parce que nous savons quel est le gap de financement de ces deux ODD.
surtout dans les pays en voie de développement et notamment dans les pays africains. Et nous savons également que l'aide publique au développement n'est pas en mesure, compte tenu de sa réduction qui est progressive mais qui est réelle, l'aide publique au développement n'est pas en mesure de combler ce gap de financement et qu'il est important de maximiser la mobilisation de ce qu'on appelle les ressources domestiques, c'est-à-dire les ressources nationales. Et dans les ressources domestiques, un grand pan de ces ressources est lié aux flux financiers illicites. Donc, en fait, le thème du panel qui nous a été confié par le président du Conseil économique et social et le président de l'Assemblée générale des Nations unies, c'était comment améliorer et réformer le système financier international sous l'angle de l'intégrité financière afin de contribuer à un financement plus efficace des objectifs de développement durable. C'était la thématique fondamentale et on a particulièrement utilisé cet argumentaire pour mettre en avant les recommandations qui ont été faites par le panel, qui sont au nombre de 14, mais je ne m'étendrai pas sur les 14, j'en signalerai un certain nombre. Donc, premier point, financement des objectifs de développement durable et mobilisation des ressources domestiques. Deuxième point, avec ma coprésidente qui est Mme Grybauskaitė, qui est l'ancienne présidente de la Lituanie, nous étions en fait les moins spécialisés de l'ensemble du panel qui comportait une vingtaine d'experts dans des questions toutes très spécifiques, hein, depuis l'évasion fiscale, le blanchiment, la corruption, etc. Mais nous avons voulu, dès le départ, poser un socle qui soit un socle basé sur des principes et un socle basé sur des valeurs. Pourquoi? Parce que vous savez que énormément de rapports ont été produits sur la question des flux financiers illicites. Dans le cas de l'Afrique, le président Mbeki, l'ancien président Mbeki, a élaboré un rapport qui a fait l'objet de plusieurs décisions, de mécanismes de mise en œuvre. L'OCDE s'emploie également à étudier cette question, à formuler des propositions. Des organisations comme la vôtre sont très en avant dans ce processus. Donc, il y a une multitude d'acteurs, d'une part, et une multitude de rapports. Donc, il ne s'agissait pas pour nous de venir rajouter un palier supplémentaire à ce qui existait déjà. Il s'agissait de se focaliser sur des aspects qui pouvaient apporter une forme de changement. En donnant à des acteurs critiques, nationaux, régionaux, globaux, un certain nombre de raisonnements, de faits et d'analyses leur permettant d'aider l'ensemble de la communauté qui travaille dans ce sens, dans la lutte contre les flux financiers illicites. Et c'est pour cela que nous avons mis l'accent sur le fait que le diagnostic de cette question devait être systémique. Alors, je sais que le terme systémique est très galvaudé, il est utilisé dans beaucoup de contextes, mais de manière très précise, qu'est-ce que nous voulions dire par cette caractérisation? Nous voulions relever le fait que les différents aspects qui constituent l'écosystème des flux financiers illicites, que ce soit les questions de blanchiment, les questions de corruption, les questions d'évasion fiscale, d'optimisation fiscale,
toutes ces questions sont en fait liées. Les questions de corruption transfrontalière sont liées. Donc, il était important pour nous d'émettre ce principe dès le départ, que le diagnostic devait être systémique et ne pas considérer de manière isolée chacun de ces aspects, mais les considérer de manière intégrée. Alors, l'avantage que comporte la caractérisation systémique de ces diagnostics, c'est qu'il permet à la fin d'un processus d'analyse d'aboutir à des solutions qui elles-mêmes sont systémiques. Et nous avons pensé qu'en recherchant une solution systémique, nous pouvions aboutir à des possibilités de changement effectifs et entraîner une forme de responsabilité collective et aider à créer des instruments au niveau global qui seraient complétés par des instruments au niveau national pour aller de l'avant et résoudre ces questions. Alors, il y a un point critique dans la production du panel, qui a été le rapport que nous avons fait en février. Je crois que, évidemment, ce rapport a été lu par un certain nombre de personnes qui participent à cette session, donc je ne vais pas revenir sur le contenu du rapport, mais nous l'avons fait après une quinzaine de mois de travail. Et dès le départ, nous avons travaillé de manière très virtuelle, totalement virtuelle, hein, je dirais, avec l'appui d'un secrétariat au niveau des Nations Unies qui a été très efficace. Mais en même temps, une question que nous avons posée de manière frontale, ça a été une consultation systématique de tous les acteurs qui œuvrent dans le champ de la lutte contre les flux financiers illicites. Que ce soit les acteurs de la société civile, que ce soit les entreprises privées, que ce soit les acteurs publics. Donc, la consultation a été extrêmement importante. La consultation a été importante en amont pour élaborer le diagnostic et la consultation a été importante en aval pour définir les recommandations auxquelles nous avons abouti. En mettant en avant des questions de valeurs partagées, bien évidemment, des questions de politique et des questions d'institutions. Donc, si vous regardez les 14 recommandations que nous avons faites, vous pouvez les rattacher à des valeurs de responsabilité, d'équité, de légitimité. Vous pouvez les rattacher à des politiques, vous pouvez les rattacher à des questions institutionnelles. Alors, je vais, pour les questions de temps, je ne vais pas m'attarder dans le détail des 14 recommandations. Je voulais d'abord élucider la méthodologie que nous avions adoptée. Deuxièmement, poser le problème fondamental du financement des ODD. Et là, je vais m'attarder quelque peu sur les recommandations que nous avons formulées. Alors, premier point, qui est un point contextuel relatif à ces recommandations, nous pensons que les recommandations doivent viser des actions au niveau global et au niveau national. Et qu'il faut qu'il y ait une complémentarité entre ce qui est fait au niveau global et ce qui est fait au niveau national. Il ne sert à rien de recouvrer des fonds issus de la corruption pour les réinjecter dans un système où l'élite elle-même est corrompue. Je crois que c'est un exemple assez clair de ce qu'il faudrait ne pas faire et de ce qu'il faudrait faire pour éviter que cela se produise.
Alors, premier point, la nécessité d'avoir un échange de données systématique sur les questions de corruption, ce qui n'existe pas actuellement et qui permettrait de promouvoir un principe de transparence. Deuxième point, avoir des structures nationales et des législations nationales qui promeuvent cette transparence. Monsieur le sénateur tout à l'heure faisait référence au processus d'élaboration de la loi française et on voit que une minorité active peut, avec des arguments convaincants, arriver à formuler une législation qui aille dans ce sens. Troisièmement, toute la question du beneficial ownership, qui est la propriété effective, la connaissance des propriétaires réels des entités avec lesquelles nous traitons. Une autre recommandation, c'est que il faut qu'il existe des standards internationaux relatifs à la corruption transfrontalière. Et pour que ces standards internationaux puissent être effectivement mis en œuvre, il est nécessaire qu'il y ait des lois nationales qui les appuient. Deuxièmement, troisièmement ou quatrièmement, nous avons prôné la mise sur pied d'une convention fiscale des Nations Unies qui intègre des normes fiscales internationales. Nous savons qu'il n'est pas facile de procéder à ce type de changement, mais il était important pour nous de mettre cette question sur la table. Autre recommandation, la question d'un registre centralisé des informations relatives aux bénéficiaires réels de toutes les entités juridiques. Et c'est une question, je sais, qui a été très bien examinée par Transparency International, ainsi que le fait d'amener les entités multinationales à publier leurs comptes. Et là, on aurait beaucoup de choses à dire sur cette question. Une autre recommandation, c'est la taxation effective des plus-values, ainsi que la création d'un mécanisme de médiation multilatérale afin d'aider les pays dans le recouvrement et dans la restitution internationale des avoirs qui ont été volés. Recommandation fondamentale également, c'est associer la société civile. Monsieur le sénateur y a fait référence. Il est extrêmement difficile dans un certain nombre de contextes nationaux d'amener les gouvernements à s'auto-réformer. Il est nécessaire de créer des relations de pouvoir qui puissent induire une forme de changement, et la création de ces relations de pouvoir ne peut se faire que si des acteurs clés de la société civile disposent des informations qui peuvent permettre de changer le système. Mais compter de manière naturelle sur le fait que des systèmes où la corruption est intense et où ça puisse se réformer d'eux-mêmes, cela est une question extrêmement difficile. D'où donc le fait d'associer de manière importante des acteurs non étatiques. Et cela va de pair, évidemment, avec un échange international d'informations sur les flux financiers illicites. Et sur la question du blanchiment, nous avons proposé qu'une entité internationale soit capable de collecter et de disséminer les données relatives aux bénéficiaires réels.
je pense que c'est une question qui est extrêmement importante. La plupart des paradis fiscaux se trouvent dans 2 régions dans le monde et il est de la responsabilité, il nous semble, des gouvernements, mais non seulement des gouvernements, mais du système international de veiller à ce que cette question de blanchiment dans les paradis fiscaux soit traitée de manière beaucoup plus efficace qu'elle ne l'est maintenant. Une autre recommandation était le fait d'établir un mécanisme de coordination globale et légitime dans le cadre de l'ECOSOC, du Conseil économique et social, pour la mise en œuvre des recommandations que nous avons effectuées. Alors, il faut le dire, la conscience que nous avons eue que ce chemin est un chemin ardu, mais que, comme tous les chemins ardus, il nécessite des changements progressifs, mais avec une vision qui soit la plus réaliste possible. Et cette vision réaliste repose sur un compact, ce qu'on appelait un pacte global, mais également sur des transformations qui devraient avoir lieu au niveau national. C'est par ces 2 mouvements que l'on pourra aboutir à freiner les flux financiers illicites. Évidemment, le leadership joue un rôle extrêmement important. Quand Janet Yellen, secrétaire au Trésor américaine, met sur la table la question de la taxation, d'un niveau minimal de taxation des multinationales, qui jouent à l'optimisation fiscale, on se rend compte que même si cela prendra du temps et même si cela comporte des difficultés, le fait qu'un leadership décide de prendre ce chemin permet d'augurer des changements tout à fait positifs. Donc, nous ne sommes pas optimistes, nous ne sommes pas pessimistes, nous sommes très positifs et réalistes par rapport à ce que nous avons produit comme rapport. Il s'insère dans un paysage où beaucoup d'autres organisations travaillent de manière constante. Nous étions un panel ad hoc sur un moment T, et il est évident que dans la poursuite de la mise en œuvre de ces recommandations, nous aurons besoin évidemment de tous les acteurs spécialisés dont c'est la fonction continue. Merci. Je vous remercie, Dr Mayaki. C'était très intéressant. J'ai intégré un lien vers le rapport pour notre audience qui n'aurait pas forcément lu. Et ça fait en effet écho à de nombreux points que nous allons aborder plus en détail tout de suite dans le cadre de notre table ronde. Donc, je vous remercie encore pour votre intervention et pour votre présentation. Je commence tout de suite avec une brève présentation de nos intervenants. Donc, je les prends dans un ordre qui n'a de logique aucune, sinon leur positionnement sur mon écran. Donc, je commence avec Nicolas Bonucci, qui est avocat associé au sein du bureau parisien du cabinet Paul Hastings à Paris. Avant de se tourner vers l'avocature, Nicolas Bonucci fut le directeur pendant près de 15 ans, le directeur juridique de l'OCDE, et fut notamment étroitement impliqué dans le suivi de l'application de la Convention anticorruption de l'OCDE qu'on connaît tous très bien. Nous aurons le plaisir également d'entendre Chantal Cutajar, qui est docteur en droit privé et en sciences criminelles et maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Chantal Cutajar est spécialiste en lutte contre la criminalité organisée. Elle dirige notamment le groupe de recherche approfondie sur la criminalité organisée, qui est le GRASCO. Vous connaissez peut-être la revue du GRASCO qui est trimestrielle. Et Chantal Cutajar est également l'auteur de plusieurs ouvrages et articles sur le sujet. Elle a beaucoup écrit notamment sur les biens mal acquis. Nous entendrons également Hervé Berville, qui n'a peut-être pas sa caméra, mais qui, puisqu'il est en déplacement, mais qui, je l'espère, est avec nous.
donc qui est député, membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et qui, comme le précisait tout à l'heure Jean-Pierre Sueur, est le rapporteur du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, projet de loi qui porte création du dispositif de restitution français des biens mal acquis. Hervé Berville est également un économiste. Bonjour, monsieur le député. Merci d'être avec nous. Et il est spécialiste en études du développement. Et enfin, et non des moindres, je suis ravie d'échanger également ce soir avec Chanez Mamsous, qui est juriste spécialisé en droit bancaire et financier, qui termine actuellement une thèse en droit européen et qui travaille au sein de l'ONG Sherpa en tant que juriste chargé de plaidoyer et de contentieux. Alors, je commencerai tout de suite par une question qui s'adresse à l'ensemble des intervenants. Quelle est votre réaction, en quelques mots, à la création du dispositif français de restitution des biens mal acquis? Nicolas Bonucci, je vous laisse la parole. Merci. Merci, Sarah. En quelques mots, ça va être assez simple. C'est une satisfaction de voir ce projet se concrétiser. Jean-Pierre Sueur expliquait que ça fait plusieurs années, en effet, que, si je peux utiliser cette expression, on tourne un peu autour du pot. Mais quand on y réfléchit, ça fait 15 ans, en effet, que le sujet est sur la table, depuis l'adoption de la Convention de Mérida des Nations Unies, qui a un chapitre 5 dont on dira peut-être quelques mots plus tard. Donc, je crois que c'est un mouvement bienvenu. On peut toujours dire que ça aurait dû être fait plus tôt. Je pense que, et je suis parfaitement d'accord avec l'analyse du sénateur Sueur, que c'est un cas intéressant parce que c'est un cas qui, en fait, est la suite d'une action judiciaire, quelque part. C'est-à-dire que c'est parce que la société civile a pu, en premier lieu, obtenir le droit d'ester en justice et en second lieu, apporter et en effet agir en justice. Et là, crédit doit être en effet rendu à TI France, mais aussi à Sherpa et à toutes les associations qui ont contribué sur ce dossier des biens mal acquis. C'est bien parce que la question est devenue criante, c'est-à-dire qu'elle s'est vraiment posée d'un point de vue concret que ce projet voit le jour. Ce qui est intéressant, et j'espère que ça pourra donner des idées à d'autres pays, parce que on peut voir que les choses peuvent être faites aussi, excusez-moi d'utiliser cette expression, bottom-up plutôt que top-down. Et là, on est dans un cas de figure de ce type. Et je m'arrête là à ce stade. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le député Hervé Berville, votre réaction, vous êtes l'un des architectes évidemment de ce dispositif, mais voilà, à la veille de la commission mixte paritaire, votre impression, votre positionnement sur la création de ce dispositif? Alors, vous êtes en muet, vous n'avez pas... Je crois qu'on ne vous entend toujours pas. Alors... C'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien, merci. C'est bon, oui, parce que l'autre, j'étais mis que l'autre ne me donnait pas la parole. Il y a une préférence dans le bicamérisme entre les sénateurs et les députés. Non, non. Il y a pas de sujet. En tout cas, merci beaucoup et je vous prie de m'excuser, mais aussi j'ai une petite contrainte, c'est que j'ai eu un train qui a eu du retard et là, je suis dans ma circonscription, enfin, je suis en Bretagne et donc je suis en transition, donc je vais essayer de rester le maximum avec vous, mais après, ce sera peut-être un peu moins pratique quand je serai dans le train, justement pour une réunion ce soir avec le Premier ministre, le cabinet du Premier ministre sur la commission mixte paritaire avec les collègues sénateurs et députés pour que demain, tout soit bien en ordre et qu'on arrive à une CMP conclusive, avec notamment, bien évidemment, la question des biens mal acquis. Et d'abord, moi, comme beaucoup de collègues et d'intervenants avant, vraiment vous remercier de l'invitation, des personnalités qui sont autour de cette table ronde et qui ont pris la parole avant, et vous dire un grand merci aussi, parce que au fond, on n'est que là, à la fois le réceptacle d'une demande qui était portée par la société civile et a fortiori par Transparency International depuis très longtemps, et au fond, le transmetteur aussi, dans nos capacités qu'on aura de donner, ou en tout cas une vie juridique à quelque chose qui était porté depuis très longtemps. Et puis aussi, bien évidemment, remercier tous ceux et toutes celles qui s'intéressent à ce sujet-là, qui n'était pas un combat, comme l'a dit Monsieur le Premier ministre, pas simple. Vous avez dû vous battre il y a plus de 15 ans
on va dire parfois dans un relatif silence politique ou médiatique, mais en tout cas, vous avez supporté le combat. Et moi, un des sujets, ou en tout cas des images dont je me rappelle, et c'est là où en fait on prend aussi conscience, parce que il y a aussi des images qui choquent. Là où j'ai pris conscience, une des premières fois en tout cas, où je pense que beaucoup de gens ont pris conscience de l'étendue du caractère totalement extraordinaire ou totalement fou de l'enrichissement personnel de certaines personnalités, c'est quand on a vu, quand les caméras ont ouvert la porte sur ces garages remplis de voitures de luxe, de ces hôtels particuliers richement dotés. Et c'est là en fait où, parce que quand on dit s'enrichit d'1 million, 2 millions, 35 millions, bon, ça, on voit bien comment dire, la mesure de ce que c'est, mais de le voir avec, à Paris, à côté des lieux d'institutions comme l'Assemblée nationale, le Sénat ou dans des arrondissements voilà, parisiens, je trouve que c'était très marquant et je pense que ça a participé aussi à faire réveiller les consciences et les personnes. Donc merci aussi à tous les, voilà, à vous, à tous les militants qui avaient ça. Nous, moi, je suis très satisfait. Je suis d'autant plus satisfait que c'était pas vraiment prévu et que ça tient à la fois au fait que ça a tardé à l'Assemblée nationale, qu'il y a eu, on va dire, la volonté, je ne dirais pas de ralentir, mais en tout cas, certains estimaient que ce n'était pas totalement mûr. Et puis aussi la négation et la détermination de Jean-Pierre Sueur, d'un certain nombre de collègues députés et de vous qui avez continué à porter ce sujet et d'essayer de faire rentrer au fond dans tous les espaces parlementaires qui étaient possibles. Donc, je me rappelle très bien de la première discussion qu'on a eue avec vous, chère Sarah, où au fond, moi, je connaissais le sujet, mais j'avoue, de manière très béotienne et très naïve, je pensais qu'il était réglé. Et c'est vrai que quand, en tout cas, elle est réglée dans le sens où ces financements-là, d'une manière ou d'une autre, retournaient aux populations qui avaient été spoliées. Donc, j'ai été surpris. Je suis particulièrement féru. Enfin, c'est ma formation, l'aide au développement et l'économie du développement. Mais c'est vrai que sur ce sujet-là, il y avait un angle mort que je n'avais pas totalement perçu. Donc, merci d'avoir raise awareness, comme on dit en très bon breton, puisque c'est que le sujet des langues bretonnes est au cœur aussi des débats de l'Assemblée nationale. Et donc, ça vient combler un vide. Et puis, pour moi, ça permet aussi de donner une saveur ou en tout cas une portée encore plus forte à ce texte de loi. Ce texte de loi, il y a plusieurs sujets. Il y a les questions, bien évidemment, de la stratégie, des valeurs qu'on veut porter dans la question de la politique avec les pays partenaires, la politique de partenariat qu'on veut moderniser. Il y a la question, bien évidemment, de la hausse de ces moyens financiers, la question des partenariats, comment on travaille avec les collectivités locales, comment on travaille avec la société civile, comment on travaille avec les diasporas, comment on travaille avec tous ceux, au fond, qui participent à essayer d'atteindre les objectifs du développement durable. Il y a la question de l'efficacité et de l'impact de ce que l'on fait, parce que, je suis vraiment désolé, je ne vous mens pas, je suis vraiment à la gare. La question de l'impact et de l'efficacité et de la transparence. Et au fond, le sujet que vous avez porté ici avec la question des biens mal acquis, ça permet de renforcer et de donner vie et de donner une concrétisation très forte qui est compréhensible par tous nos concitoyens de ce sujet de la valeur, des valeurs. On a des valeurs et c'est pas normal d'accepter qu'il y ait encore autant de millions, de milliards qui sont spoliés des populations les plus vulnérables. C'est une question de transparence et c'est pour ça qu'on va instaurer dans la loi une commission indépendante d'évaluation, qu'on va renforcer cet aspect-là. Et donc, le suivi, la lutte contre les flux illicites financiers, la capacité à aller traquer ces flux illicites, c'est un élément important de ce que l'on veut porter. Et puis, c'est une question d'impact aussi, puisque au fond, quand on avait de l'argent qui était remis dans le budget général de l'État français, quelque chose d'un peu contradictoire, ou en tout cas, qui pouvait poser des questions. Et c'est vrai que là, l'impact de cet argent qui, à la base, était quand même aux populations les plus vulnérables, celles qui ont été spoliées, qui ont été volées, et doit retourner et avoir un impact au plus près du terrain. Et donc, moi, pour terminer, j'ai été beaucoup trop long, je n'ai pas respecté les 2-3 minutes, mais je me passerai ou je me tairai sur peut-être les autres sujets. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser par avance. Mais en tout cas, pour nous, très sincèrement, et pour beaucoup de collègues, de la majorité des collègues, d'ailleurs, cette disposition a été votée à l'unanimité à l'Assemblée, que ce soit d'abord en commission, ensuite en hémicycle. C'est un vrai élément de fierté parce que ça démontre aussi que quand il y a un combat qui est porté par la société civile, des ONG, des gens qui sont engagés, ça peut se traduire et ça doit se traduire dans la loi. Et eh bien, ça démontre pour nous que la lutte contre la corruption, la lutte contre les flux financiers illicites et, comme l'a très bien dit l'ancien Premier ministre, la capacité à augmenter les ressources domestiques des pays partenaires, la capacité à faire en sorte que la France, les institutions françaises ne laissent pas passer du coup ce sujet-là, eh bien, ça a permis de
de renforcer grandement et de donner aussi une plus grande visibilité à ce texte de loi-là, qui peut-être parfois, et c'est vrai, parfois c'est très technique, voilà, l'aide publique au développement, ce n'est pas forcément quelque chose de très simple entre tous les ministères, entre tous les différents fonds, etc. De donner une dimension voilà, très société civile, très concrète et au fond avec des belles valeurs qui sont portées depuis très longtemps par beaucoup de militants et que je salue encore une fois. Et ça s'inscrit aussi, et je terminerai par là, dans notre volonté aussi avec le gouvernement, le président de la République bien évidemment, les parlementaires et beaucoup de gens qui ont à cœur de moderniser ces politiques de partenariat et de solidarité internationale. Ça s'inscrit aussi dans un cadre plus large de reset un peu, en très bon, ou en tout cas de volonté de faire différemment sur la question du franc CFA, sur la restitution des biens culturels, sur la reconnaissance de la responsabilité du rôle de la France dans le Rwanda, un sujet qui me tient à cœur aussi. Donc voilà, ça participe à essayer de faire en sorte qu'à travers cette loi, et à travers d'autres lois qu'on a votées, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice, à la modernisation de nos relations avec les pays partenaires. Et je terminerai juste par un point, et un petit point technique, mais on y reviendra peut-être après, c'est qu'on a souhaité que ce soit vraiment une mission budgétaire de l'État, parce qu'on voulait vraiment que le Parlement, et donc du coup les citoyens que vous êtes, soyez totalement associés au suivi, au processus aussi voilà, de suivi de là où ça a été fait. Et c'était aussi pour dire qu'au fond, parce qu'un fonds rattaché à l'AFD, ça voulait dire que simplement les pays en développement n'étaient que concernés. Et il se trouve que là, c'est principalement le cas, mais on ne peut pas écarter d'un revers de main que d'autres pays qui ne sont pas forcément en développement, comme c'est le cas de la liste des pays de l'OCDE, soient concernés. Ça peut être demain, bien évidemment, l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, etc. Et là, la France aura toute la latitude, avec ces dispositifs-là, aussi de faire. Bien évidemment, c'est pas le cas encore actuellement et on se concentre plus sur un certain nombre de pays africains, mais on voulait vraiment que c'est cette portée universelle et de dire que la lutte contre la corruption, c'est universel, c'est en tout lieu, en tout temps et c'est un combat qu'on va continuer de porter ensemble. Désolé d'avoir été beaucoup trop long, mais j'avais aussi un peu peur de ensuite rentrer dans le train et de ne pas pouvoir vous. Merci beaucoup en tout cas. Et voilà, je profite peut-être qu'avant même de passer la parole à Chahnaz Mansours et Chantal Kitajar, j'en profite pour une dernière question avant que vous disparaissiez avec le train. On l'a vu, la création de ces dispositions dans ce projet de loi naît d'un consensus, d'un constat partagé, mais également d'un consensus parlementaire avec également le soutien du gouvernement. C'est très important et c'est ça qui fait que ça a avancé. Mais ce n'est pas terminé. On sait que la commission mixte paritaire se réunit demain et le projet de loi de programmation sera bientôt adopté. Mais quelles sont les prochaines étapes, puisque vous parliez de modalités budgétaires? Pouvez-vous juste revenir en quelques mots sur les prochaines étapes et sur en quoi la nécessité de consensus sera très important à ce sujet? Oui, donc c'est vrai qu'il y a un fort consensus. Je vous prie de m'excuser, hein, vraiment, c'est vraiment pas mon truc. Alors peut-être vous dire une chose avant de vous dire où est-ce qu'on les prochaines étapes, c'est pour vous dire vraiment, et vous l'avez vu, mais à tous ceux qui nous écoutent, que dans et en lien avec le travail qu'on a fait avec Transparency, dans le texte de loi, dans les modalités qu'on a fixées, il y a un certain nombre en tout cas de principes qu'on a voulu vraiment mettre au cœur de la loi de ce dispositif. Et pour répondre au premier enjeu, c'est aussi répondre aux besoins des populations et vraiment lutter de manière universelle et contre ces flux, enfin ces spoliations. Le premier, c'est que la garantie de l'argent qui sera issu des biens mal acquis ou de ce processus-là, ce soit de l'additionnel au crédit de la mission PD. Hors de question d'avoir une espèce de jeu de vase communicante ou parce qu'on redonnerait 70 millions d'euros pour un certain nombre de pays ou un certain nombre de régions, on voit le gouvernement ou même le Parlement décider d'en retirer. Donc ça, on sera très vigilant, on aura besoin de vous aussi pour faire en sorte que ça ait vraiment un caractère d'additionnalité et que ce soit du plus, enfin du moins, voilà, mais pour les pays concernés, mais que ça revienne vraiment et que ce ne soit pas vu comme quelque chose, au fond, qui nous permette de diminuer d'un côté ce qu'on donne de l'autre. Le deuxième, c'est, comme je l'ai dit, la création d'un programme budgétaire ad hoc qui sera sous la responsabilité du ministère des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce que bien évidemment, ça concerne des pays étrangers, mais là aussi, il y a vraiment une volonté de la part du ministre Dupond-Moretti, du Premier ministre et de Bercy de s'associer pleinement. Et donc, ce sera bien évidemment sous leur responsabilité, mais en interministériel, puisque ça a quand même une portée qui concerne tout le gouvernement. Ensuite, un autre élément qui est vraiment très important, c'est le troisième, c'est l'automaticité du report des crédits d'une année à l'autre.
parce qu'on sait très bien que parfois ça peut prendre un peu de temps. Il y a un principe où on évite de reporter des crédits dans le budget français. Là, vraiment, les crédits qui n'auront pas été engagés, les crédits qui n'auront pas été dépensés, parce qu'on sait que c'est compliqué, comme l'a très bien dit Jean-Pierre Sueur et l'a exprimé aussi l'ancien Premier ministre. Il ne faut pas que d'une année sur l'autre, eh bien, soit on l'utilise à quelque chose d'autre, ou on dise bah non, ça ne sera pas reportable ou reporté. Donc vraiment, l'automaticité du report, pour nous, c'est un élément important de continuité et qui permet et qui évite au fond à des gouvernants qui ne voudraient pas, qui comprendraient un peu le jeu parlementaire ou le jeu du budget français, de faire ralentir les choses pour éviter que ça revienne dans les pays. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Et puis, c'est deux sujets importants aussi, c'est l'absence de l'application du taux de réserve budgétaire, vous savez, les 3% qui permettent de faire face à la fin de l'année, parfois à des imprévus comme il peut y avoir. Et donc, c'est une règle budgétaire. Il n'y aura pas cette règle budgétaire des 3%. Donc, si on a 100 millions d'euros, ce sera 100 millions d'euros qui seront dans ce programme budgétaire. C'est important puisque il ne s'agit pas pour le gouvernement français de l'utiliser ou le budget français d'utiliser de l'argent qui a été spolié pour eh bien, se faire un petit coussin de réserve supplémentaire. Et le dernier point, c'est bien évidemment, ça on s'est vraiment battu aussi et je pense qu'il y a une forme de consensus, mais c'est important de le redire, on ne va pas le comptabiliser en aide publique au développement. Donc, c'est-à-dire que ça sort de la comptabilisation de l'aide publique au développement parce que ce n'est pas de l'argent que l'État français a à la base eu et dépensé. C'est au fond un jeu de transfert et donc c'était important qu'il ne soit pas comptabilisé en aide publique au développement. Et donc, sur les prochaines étapes, c'est assez clair. Dans la prochaine loi de finances 2022, il y aura la création d'un programme budgétaire ad hoc et il y aura vraiment donc cette création qui permettra de mettre les fonds. Et puis, il y aura un travail conjoint avec les différents ministères, les opérateurs, la société civile pour travailler ensemble pour pour que tout le monde soit associé. Et ça me permet de répondre à une question qui est posée par Lloyd Mboula, qui sont deux excellentes questions. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas mis un fonds auprès de l'AFD parce que justement, on veut ce principe de l'universalité. Et donc, ce sujet-là ne concerne pas simplement l'Afrique ou des personnalités africaines. Et ça, nous, on a été très clair. Vous regardez les auditions en commission, et je pense que Sarah peut en témoigner. Ça peut s'appliquer, comme vous l'avez très bien dit, M. Mboula, aux oligarques russes. Demain, à peut-être la famille de Donald Trump, je le dis comme ça parce qu'il y a eu des histoires aussi d'enrichissement un peu. Ça s'intéresse à tout le monde, à l'Italie, à l'Espagne, à la Norvège. Ce n'est pas le cas le plus probable, mais vraiment, nous, on est très attachés. Il ne s'agit pas de considérer, et d'ailleurs, une grande partie de l'enrichissement personnel ne se fait pas qu'en Afrique, loin de là. Et donc, ça concerne l'Asie, l'Amérique latine, l'Europe et l'Afrique. Et donc, c'est pour ça qu'on veut une mission budgétaire, pas un fonds attaché à l'aide publique au développement. Et donc, on aura la possibilité de le faire pour tout le monde. Et si je peux me permettre aussi, pour répondre aussi à votre question, Sarah, on a appliqué 3 critères qui permettent d'associer tout le monde. C'est de dire qu'il faut que les sociétés civiles, et ce sera dans la loi, les sociétés civiles seront impliquées et les États, parce que bien évidemment, on ne peut pas faire quelque chose sans que la souveraineté des États s'applique. Mais on doit impliquer les sociétés civiles de la France, parce que c'est un mécanisme gouvernemental français, les sociétés civiles françaises du pays concerné et le gouvernement du pays concerné qui permettra d'atterrir et d'aboutir à quelque chose qui soit accepté par tout le monde et surtout qui s'inscrive dans le long terme. Parce que c'est en associant tout le monde qu'on crée de l'adhésion et qu'on arrive à la fin à avoir le plus d'impact sur le terrain pour les populations les plus vulnérables. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les différentes étapes et on a bon espoir que dès l'année prochaine, si c'est possible, on puisse avoir les premiers projets, le premier travail en commun pour la restitution des biens mal acquis. Je vous remercie, Monsieur le député. Alors, je repasse la parole à Chantal Pitajar pour votre réaction à la création de ce futur dispositif. Merci. Oui, merci de m'avoir convié à participer à ce webinaire, tout d'abord. Je crois qu'on ne peut évidemment que se féliciter qu'enfin le législateur français ait décidé d'introduire en droit positif un dispositif de restitution des avoirs criminels confisqués, puisqu'en effet, jusqu'à présent, ça a été dit, en cas de condamnation définitive, si l'État concerné ne s'est pas constitué partie civile pour obtenir réparation et s'il n'a formulé aucune demande d'entraide judiciaire,
eh bien, les recettes issues de la vente des biens confisqués deviennent la propriété de l'État français et donc viennent abonder le budget général de l'État. Il était donc nécessaire de prévoir une disposition législative qui permette expressément leur restitution. On peut également se féliciter que le texte adopté par le Sénat ait amélioré le projet adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Il l'a fait tout d'abord en précisant la destination des fonds restitués, puisque ceux-ci doivent financer des actions de coopération et de développement dans les pays concernés au plus près des populations. Puis il l'a fait ensuite en précisant les modalités de ce financement qui doit se faire dans le respect des principes de transparence et de redevabilité, en veillant à ce que les organisations de la société civile soient associées. Mais comme l'a dit, et je partage son avis, le sénateur Sueur, il va quand même falloir être vigilant. En l'état, le dispositif prévoit simplement que les recettes issues de la vente des biens mal liquides donnent lieu à l'ouverture de crédits budgétaires au sein de la mission aide publique au développement. Je me demande s'il n'aurait pas été plus pertinent de préciser dès à présent les modalités exactes du fonctionnement de ce programme, mais j'ai bien entendu que les choses allaient être faites dans le cadre de la loi de finances pour 2022. J'ai aussi une interrogation sur, alors je vais peut-être, je ne suis pas dans le concert de louanges qu'on a entendu jusqu'à présent, mais c'est aussi mon rôle. Peut-être regretter que la mise en œuvre de ce dispositif soit confiée au seul ministère des Affaires étrangères. Alors là aussi, j'ai entendu qu'on allait avoir de l'interministériel, mais en tout cas, en l'état, c'est lui qui a toute l'attitude pour définir au cas par cas les modalités de la restitution. Alors c'est vrai que les modalités, le texte prévoit que les modalités doivent garantir qu'elles contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations, au renforcement de l'état de droit, à la lutte contre la corruption dans les pays où les infractions ont lieu. Mais la question du contrôle, là dans le texte, il n'est pas encore prévu. Le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne avait annoncé que le Parlement sera pleinement informé chaque année de l'application des dispositions de restitution des biens mal acquis, afin qu'il puisse contrôler le bon usage des crédits. Là encore, c'est reporté, me semble-t-il, hein, sauf si je me trompe, au projet de loi de finances pour 2022. Voilà. Et puis, quel est le rôle effectif qui sera confié aux organisations de la société civile dans le dispositif? Là encore, eh bien, il va nous falloir attendre. Voilà, donc je dirais que c'est bien, mais voilà, il faut rester vigilant sur la suite. Merci. Chanez, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci, Sarah. Oui, alors je pense que pour nous, les associations, les ONG, Sherpa et Transparency, qui avons initié ce combat d'abord judiciaire dans les affaires de biens mal acquis, ce mécanisme, il a un symbolisme particulier, quoi. C'est l'aboutissement d'un combat qui a été acharné, à la fois effectivement sur le plan judiciaire et puis sur le plan politique et après sur le principe de la restitution, puisque c'était la suite logique du fait d'initier ce contentieux bien mal acquis. C'était une fois ces avoirs saisis qu'ils soient rendus aux populations victimes. Donc voilà, si c'est important symboliquement, c'est néanmoins une étape et on reste évidemment vigilant à la suite, à la mise en application pratique de ces restitutions et voilà, on est effectivement à l'écoute des principes qui doivent gouverner et aussi on a développé un certain nombre de certitudes quant aux principes qui doivent gouverner ces restitutions-là. Et voilà, on est à la fois ravis, soulagés, mais toujours prudent et on ne doute pas que de toute façon la mise en application en pratique devra être faite par une approche au cas par cas et qu'il y a toute une réflexion encore qui reste à mener sur
comment est-ce qu'on rend ces avoirs sans faire un chèque en blanc à des États dont la gouvernance peut par ailleurs être remise en question. Merci. Oui, tout à fait. Donc, en effet, le constat est simple, mais les modalités pour parvenir à la solution, à la restitution, sont extrêmement complexes et doivent malheureusement, doivent en tout cas se décider au cas par cas selon la propre situation des pays. Et de manière générale, on les a brossés, on les a mentionnés depuis le début de ce webinaire. Je vais reposer la parole à Nicolas Bonucci, puis Chantal Cutagère et enfin vous, Chanez. Quels sont les enjeux juridiques qu'il faut identifier en matière de restitution? Par exemple, la souveraineté de l'État d'origine, le fait qu'on ne peut pas restituer sans l'État d'origine, ou la nécessité peut-être d'identifier qui est la victime parmi la population, là où les victimes, et quels sont les enjeux également sur le terrain en matière de transparence, de traçabilité, de contrôle des fonds. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, brosser ces différents enjeux et les solutions qui existent peut-être, en tout cas pour répondre à ces enjeux et dépasser les obstacles? Nicolas, je vous donne la parole. Alors, Sarah, le premier enjeu est un enjeu qui n'est absolument pas abordé par la loi, mais je dirais que c'est normal, mais c'est quand même un enjeu majeur qui est l'identification des avoirs. Alors, tant qu'il s'agit de parler d'appartements et de voitures, je dirais que c'est assez facile. Bon, après, il faut remonter au bénéficiaire ultime, mais je veux dire, c'est relativement facile. Quand il s'agit de sommes d'argent déposées dans une banque, et là, je ne parle pas forcément de la France, c'est peut-être pas le cas de figure le plus commun, mais ça peut arriver. Mais nous savons que dans d'autres pays européens, notamment, il y a beaucoup d'argent dans les banques, dans les institutions financières. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Identifier l'argent, identifier, pour utiliser votre terminologie, le bien mal acquis et le séparer du bien acquis, si bien acquis il y a, c'est extrêmement complexe. Et nous l'avons vu avec des collègues et d'éthique dans lesquels il y a des vraies problématiques qui se posent. Donc, ce qui serait bien aussi, c'est que lors de l'adoption de cette loi, ça donne aussi ça suscite une discussion sur comment la France peut être pionnière en matière d'identification des biens mal acquis. Et je veux dire, moi j'ai énormément de respect pour TI et pour Sherpa, mais c'est pas toujours votre job, quoi. À la fin, quelqu'un doit le faire aussi. Il n'y a pas que les sociétés, que les ONG qui doivent le faire. Il y a des autorités de police, il y a des autorités de poursuite. Donc, ça, c'est le premier challenge en France et ailleurs. En effet, le deuxième challenge, c'est ensuite le mécanisme. Pour l'instant, le mécanisme, il n'existe pas encore concrètement. Alors, il y a des approches différentes qui ont été suivies. Ceux qui s'imposent quand même, on le voit avec le Royaume-Uni et la Suisse, et maintenant dans le cas français, c'est en effet cette approche du cas par cas, qui est certainement la plus pragmatique, mais qui est aussi la plus complexe parce qu'il s'agit de négocier au cas par cas. Et donc, chaque cas deviendra une négociation qui peut être plus ou moins facile, plus ou moins évidente par rapport aux enjeux. Le troisième, et je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il faut aussi donner la parole aux autres enjeux, et c'est le point que on ne va pas faire semblant de se vous voyez, donc je vais te tutoyer. C'est le point que tu as soulevé sur la notion de victime, parce que je pense que là aussi, il faut faire un peu attention de quoi on parle. Là, on parle d'une loi sur la restitution des avoirs. Je pense que la question de la compensation des victimes, et comme tu le sais, parce que tu en fais partie, il y a un groupe de réflexion de l'Association de droit international qui réfléchit à ça, c'est une question qui chevauche partiellement, mais qui ne se superpose pas à la question du retour des avoirs. Il y a un retour des avoirs qui doit être fait et on n'a pas besoin, je dirais, d'identifier les victimes pour ça. Si l'avoir a été mal acquis, il doit être restitué, point barre. En revanche, en effet, il y a toute une série de sommes qui ont été générées et qui parfois donnent lieu à des sanctions et pour lesquelles les victimes se trouvent ailleurs. Je pense que
la question des victimes est une question complexe. Je dirais c'est leur restitution des avoirs de haut, c'est-à-dire c'est encore plus grand. Je pense qu'à un moment ou à un autre, le débat devra porter sur ça parce que de la même manière, si on applique la même logique, et là je vais mettre un coup de pied dans la fermière, mais bon, ça c'est l'avantage de ne plus être un fonctionnaire international. De la même manière que la logique qui est de dire l'argent ne nous appartient pas et donc il faut le restituer, ce qui est une logique tout à fait évidente et normale, on peut appliquer la même logique sur les sanctions pour des faits de corruption internationale. Je veux dire, à la fin, pourquoi ça doit être le Trésor public français qui bénéficie, ou la DOJ américaine, ou le SFO britannique qui récolte l'argent qui doit ensuite qui va du coup là au budget de l'État pour des faits de corruption qui ont eu à l'étranger, qui n'ont pas forcément porté préjudice à la victime, ni au pays ni d'origine d'ailleurs, soyons très clairs, mais qui ont certainement affecté en revanche les populations sur place. Donc, mais bon, là c'est un autre débat et je ne vais pas l'ouvrir. Mais je pense que la question de l'identification des avoirs et la mise en œuvre des mécanismes concrets sont des vraies questions. Et on le voit dans les cas Royaume-Uni et Suisse, dans lesquels parfois les négociations durent des années. Le Royaume-Uni vient d'annoncer il y a quelques mois la conclusion d'une négociation avec le Nigeria sur 4 millions seulement. Hein. C'est pas énorme. On n'est pas en train de parler de centaines de millions, mais ça a été extrêmement long, extrêmement complexe. On sait qu'au niveau de la Suisse, il y a encore des négociations en cours sur des sommes très, très importantes qui n'arrivent pas à se finaliser. Et on peut dire tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas uniquement la faute des pays dans lesquels l'argent se trouve. Je ne dis pas que ce n'est pas forcément le cas, mais je dis que ce n'est pas toujours le cas. Je veux dire, la problématique, en effet, de retourner l'argent dans un pays dans lequel la corruption est endémique est une vraie question. Et une fois qu'on a dit que c'est du cas par cas, on n'a pas vraiment réglé la question. Tout à fait, ça ne peut pas plus être vrai. Chantal Cuitajar, vous avez la parole. Vous n'avez pas activé le micro. Merci. Oui, je disais que pour moi, avant d'être juridique, les enjeux sont d'ordre politique. Et la question à laquelle nous devons apporter une réponse, c'est celle de savoir si nous voulons faire de la restitution des avoirs illégaux en lien avec la corruption un principe fondamental, comme nous y invite d'ailleurs la Convention de Mérida. Et si la réponse est oui, alors nous devons nous doter d'une véritable politique globale de recouvrement des avoirs dont la restitution, c'est l'ultime étape. Et là, je partage tout à fait l'avis de M. Bonucci. Cette politique doit comporter plusieurs axes. Et le premier de ces axes, c'est la détection et l'identification des biens mal acquis. Il faut, à cette fin, systématiser les investigations financières. Le parquet national financier a développé une expertise qui doit être systématiquement mise en œuvre, selon moi, dès lors que des biens mal acquis sont détectés ou identifiés en France. Ensuite, il y a le gel de la confiscation. La France est dotée depuis 2010 d'une législation très performante en la matière, qui ne cesse d'ailleurs de s'améliorer grâce notamment aux préconisations de la Grâce dans ses rapports annuels. Et aujourd'hui, tout bien susceptible de confiscation peut donc être saisi. Et puis alors la restitution ne doit pas être conditionnée par des considérations d'ordre diplomatique. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il faudrait que le procès soit entièrement judiciarisé. C'est la seule garantie que la procédure respecte les principes de transparence et de redevabilité. Quant au principal écueil qui serait que les biens confisqués retournent dans le patrimoine des potentats, on ne peut l'éviter qu'en dotant les organisations de la société civile de compétences spécifiques à cet égard. Je parle aussi des organisations dans les pays qui a. Donc ça passe par une reconnaissance, enfin quelque part par une vraie petite révolution.
Voilà ce que je voulais dire en termes des enjeux. Les difficultés d'ordre juridique, on les réglera si on développe une ferme volonté politique autour de cette question. Merci. Chanez, je reviens sur Sherpa, qui est, comme on le sait, à l'origine des affaires des biens mal acquis, qui a été rejointe en 2008 par Transparency. Vous êtes partie civile dans de nombreuses affaires en France, donc vous avez vraiment une connaissance précise des types de biens concernés, des pays d'origine identifiés et également des montants en jeu, des montants financiers en jeu. Est-ce que vous pouvez revenir sur peut-être des cas symptomatiques et nous les présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, volontiers. Alors, effectivement, les montants dont on parle dans ces affaires de biens mal acquis, ils sont considérables. Pour l'affaire Obiang, on parle d'un patrimoine évalué à environ 150 millions d'euros. Dans l'affaire Rifat El-Assad, c'est des biens saisis à l'issue de la procédure qui s'élève à 90 millions d'euros. Néanmoins, une fois qu'on a dit ces chiffres, il est important de mentionner 2 points qui sont très importants. D'une part, ces sommes, elles sont évidemment à replacer dans le référentiel des ressources des États auxquels elles ont été soustraites. En Guinée équatoriale et encore plus en Syrie, ces montants détournés et illégalement placés en France sont autant de ressources de l'État qui ne sont pas affectées à l'amélioration des services publics essentiels, et sachant que ces services font déjà cruellement défaut. Cette donnée, en fait, d'avoir une approche relative de ces montants, ça renforce l'idée qui gouverne finalement le principe de la restitution des avoirs, c'est que finalement, ces détournements qui prennent la forme de corruption transnationale, de blanchiment, etc., ce ne sont pas des crimes hors sol et sans victime. Et au contraire, ce sont autant de facteurs qui continuent à maintenir les inégalités de développement mondial. D'autre part, s'agissant de ces montants-là, et ça c'est quelque chose qu'on a vu notamment dans l'affaire que nous avons suivie contre l'oncle de Bachar el-Assad, Rifat el-Assad, qui a fui la Syrie il y a de nombreuses années pour se réfugier en France, où il est récipiendaire de la Légion d'honneur d'ailleurs, et il est arrivé avec des valises pleines. Et il a fait de nombreux investissements. Ces sommes, en fait, elles constituent seulement la partie immergée de l'iceberg, et une grande partie des avoirs placés dans des juridictions qui peuvent être peu, voire pas du tout coopératives, et là je pense aux paradis fiscaux, elles échappent finalement, ces sommes-là échappent finalement totalement au calcul et sont préhensibles, ne sont pas préhensibles par le droit. Donc ces sommes-là, elles sont vraiment aussi à nuancer en termes d'échelle sur la valeur réelle de ces flux financiers illicites. Et après, on a aussi observé dans l'affaire Rifat el-Assad, mais dans l'affaire Obiang également, que de réels efforts avaient été faits en matière de coopération internationale en termes de répression de la lutte contre les flux financiers illicites. Lors de l'enquête puis de l'instruction concernant l'affaire des biens mal acquis Rifat el-Assad, la coopération des juridictions suisses, espagnoles et dans une un peu moindre mesure britannique ont été essentielles pour renvoyer l'affaire devant le juge et obtenir une condamnation qui est encore frappée d'appel, mais dont le jugement en appel sera rendu le 9 septembre. Donc un autre élément essentiel de l'avancée contre la lutte contre les flux financiers illicites, c'est la coopération. Et cette coopération, elle doit se poursuivre au moment de la restitution, parce que si la lutte contre la corruption est un enjeu international, c'est pas seulement la répression, mais la restitution qui doit être pensée avec cet impératif finalement de coopération entre les États concernés. On peut donner à titre d'exemple la restitution des avoirs au Kazakhstan, qui s'est fait via une structure ad hoc, mais qui a fait collaborer les États-Unis et la Suisse, qui étaient 2 États qui accueillaient ces investissements illicites du Kazakhstan.
Et du coup, nous on pense vraiment que c'est impératif que la restitution s'inscrive dans ce cadre d'une volonté de coopération forte entre les États, et ce, pour optimiser non seulement le montant des sommes recouvrées d'une manière tout à fait prosaïque, mais aussi pour renforcer justement les principes qu'on veut être gravés dans la roche concernant la restitution des avoirs, c'est-à-dire les principes de transparence, de traçabilité et de redevabilité. Or ça, pour nous, il faut que ça s'inscrive dans un effort commun et une coopération renforcée dans tous les cas de figure, de restitution qui se présenteront à l'avenir. Merci beaucoup. J'en profite pour rebondir sur cette question de la coordination internationale. Elle est beaucoup revenue dans les questions que les participants nous ont posées. En effet, on assiste en fait en matière de restitution à des pratiques disparates. Je disais, il y a quelques États qui ont un mécanisme, qui restituent en fait en pratique et qui sont dotés d'un cadre juridique permettant cette restitution. Ces États peuvent se compter sur les doigts d'une main, et on observe finalement un empilement de pratiques, de plus ou moins bonnes pratiques, où peine à émerger des standards qui pourraient inspirer d'autres pays. La question de la coordination est importante. Est-ce qu'on pourrait également réfléchir, et je pose la question à Nicolas Bonucci et Chantal Duputajar, réfléchir à impliquer d'autres organisations internationales, onusiennes, ou peut-être le FMI ou la Banque mondiale, et est-ce qu'un mécanisme global de restitution vous paraîtrait, vous semblerait faisable, possible? Nicolas, je vous laisse la parole. Oui, merci Sarah. Écoute, là, je dois dire, je suis un peu pessimiste. En tout cas, je suis trop. Alors, disons que toi et Chanez, peut-être que vous verrez ça, parce que vous avez 30 ans de moins que moi, mais moi, je suis un peu pessimiste. Je viens de relire la déclaration qui vient d'être adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, la session spéciale contre la corruption du 2 au 4 juin. Franchement, il y a 2 pages et demie sur le retour des avoirs et ça ne dit rien de plus que ce que la Convention dit déjà. Ça n'a pas changé d'un iota depuis 15 ans. Et la seule chose concrète, c'est à la fin, lorsqu'ils disent que à la fin du 2e cycle de revue, on va se réunir et faire une nouvelle session extraordinaire portant sur tous les aspects du processus de recouvrement et de restitution des avoirs, en vue d'étudier toutes les options offertes par la Convention, ainsi que de réfléchir aux améliorations. Bon, voilà, on y sera encore dans 20 ans. Moi, je pense que sur ce sujet, ce n'est pas idéal, mais c'est vrai, c'est une pratique disparate. Elle n'est pas si disparate que ça, elle tend quand même à sinon pas s'homogénéiser, s'harmoniser un peu. Admettons qu'après la France, d'autres pays européens, les Pays-Bas, les pays scandinaves, il y a quand même un effet d'entraînement. Quand il y aura 20, 30, 40 pays, la masse deviendra plus importante et c'est là où peut-être qu'on pourra faire évoluer la machinerie onusienne. J'ai beaucoup de respect pour mes collègues des Nations Unies, mais là, je suis vraiment un peu catastrophé par ce jargon de 2 pages et demie qui dit rien de nouveau. Donc, moi, je crois plus à un effet de domino et un effet d'entraînement. Je pense que du coup, là, je me permets de te faire un appel à toi, parce que TI a des chapitres dans tous ces pays-là, et il y a peut-être là, en effet, une campagne à faire au niveau de TI pour promouvoir des législations comparables dans d'autres pays européens, parce que malgré tout, disons les choses très franchement, c'est vrai, il y a toute la problématique des paradis fiscaux, mais il y a aussi beaucoup d'argent dans les pays de l'OCDE. Et beaucoup d'argent au Royaume-Uni, sous la forme notamment dans les investissements immobiliers ou dans d'autres structures, je pense à des clubs de football par exemple. J'aimerais bien aller voir un peu ce qui se passe dans les clubs de football anglais. Il y a beaucoup d'argent aux États-Unis, il y a beaucoup d'argent au Canada, il y a beaucoup d'argent, tout le monde parle de la Suisse, mais il y a beaucoup d'argent dans d'autres pays que la Suisse. Il y a beaucoup d'argent en Suisse aussi. Donc, si déjà on arrivait à une situation dans laquelle dans 10 ans, dans tous les pays de l'OCDE, il y aurait une législation en tout cas satisfaisante, je pense que la discussion, là, du coup, elle prend une autre ampleur. Donc,
j'ai un peu de doute sur le mécanisme global de restitution. Même si j'ai un rêve, et j'en termine là, je l'avais dit il y a quelques années, mais alors là, c'est un rêve, c'est-à-dire que on aurait, je disais, ce dont a besoin le monde, c'est pas un GPS, mais c'est un GSP, un Global Settlement Procedure. C'est-à-dire que toutes les questions, y compris en effet les questions des sanctions, seraient mises autour de la table avec toutes les parties prenantes pour qu'à la fin, on arrive à un règlement global dans un cas de corruption internationale dans lequel l'entreprise n'a plus besoin de devoir faire face à 15 procédures judiciaires dans 18 pays, mais dans laquelle tous les paramètres sont autour de la table. Mais bon, là c'est encore plus fantasmagorique que ce que tu viens de suggérer. Voilà. Mais moi, pour revenir à ta question, pour être très, très concret, je crois plutôt à une approche d'entraînement. Je pense qu'en ça, la législation française est importante aussi, parce que c'est un message qui est donné aussi à des voisins. J'espère que Chantal, elle a raison, dans le sens que le ministère des Affaires... Non, mais le ministère des Affaires étrangères peut aussi promouvoir vis-à-vis d'autres ministères des Affaires étrangères et faire un peu de lobbying, de diplomatie. Utilisons-le aussi pour ça, pour promouvoir la loi française et faire en sorte que cette loi, ou en tout cas des lois comparables, soient adoptées dans d'autres pays européens et d'autres pays OCDE. Merci Nicolas. Chantal, je vous laisse la parole. Je sais que vous voulez partir. Alors, moi, je partage totalement l'avis de Nicolas. D'abord, pour dire que le mécanisme global il est souhaitable, et puis pour que les choses se fassent, il faut en rêver. Donc, commençons par être exemplaires. Je crois qu'il faut, pour parvenir à ce mécanisme global, il faut partager une vision commune. Donc, nous, France, nous devons commencer par être exemplaires. Je pense que la bonne méthode consisterait à codifier le droit français, en droit français, les dispositions de la Convention de Mérida, en s'inspirant de ce qui fonctionne bien dans les législations et les pratiques étrangères, et qu'on le fasse à partir d'un état des lieux et des retours d'expérience, comme d'ailleurs le préconise l'initiative STAR, pour ne pas commettre les mêmes erreurs et lever un certain nombre d'obstacles. Donc, commençons par adopter une loi qui détaille vraiment la procédure de restitution, voilà, avec la préférence que j'ai évidemment pour la judiciarisation, mais évidemment que Nicolas a raison en disant que le ministère des Affaires étrangères peut être la cheville ouvrière de cela et provoquer cet effet domino, cet effet d'entraînement dont il parle. Mais je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'il faut un dispositif, un mécanisme global, mais que ça ne viendra pas d'en haut. Ça vient d'être démontré, ça ne viendra pas d'en haut, donc ça va. Je pense que la France, avec d'autres qui sont quand même en avance par rapport à nous, eh bien, commençons par construire des visions communes et puis par essayer, par fonctionner de cette manière. Merci. Chanez, est-ce que vous avez vous voulez rebondir sur ces propos? Moi, je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit et surtout à l'effet effectivement d'entraînement qu'il doit y avoir et qu'on voit d'ailleurs déjà, hein, parce que effectivement dans le sillage de l'affaire Rifat al-Assad qui a été entendue en France, l'Espagne a elle aussi commencé à enquêter et le procès doit s'ouvrir prochainement. Donc déjà au stade de la répression, on voit déjà cet effet d'entraînement entre les États européens. C'est des États qui coopèrent au stade de l'enquête, donc ça leur donne aussi l'occasion de voir ce qu'il y a dans les banques et de prendre l'ampleur finalement du phénomène. Donc je pense vraiment que ça c'est peut-être ce qui va nous faire parvenir à une harmonisation, c'est effectivement une approche très, très pragmatique, mais comme celle qui a été suivie en France, c'est-à-dire d'abord de prendre la mesure de ce que sont les biens mal acquis
Et puis après, comment est-ce qu'on optimise la restitution et comment est-ce qu'on l'optimise? Et ben, c'est en coopérant et selon les standards qui auront été éprouvés dans les autres cas de figure, quoi, dans les autres pays. Merci. Je vois qu'on arrive en fin de webinaire. On a eu beaucoup de questions, notamment sur les circuits budgétaires, lorsque les États d'origine concernés ne sont pas des États en développement ou des pays parmi les pays les moins avancés, comment restituer, par quels canaux. Tout ça est encore, je crois que monsieur le député Weberville a dû nous quitter alors qu'il est, mais tout ça est encore en construction et ça le sera encore même après l'adoption de cette loi, même après le vote de la prochaine loi de finances pour 2022, puisque comme on le disait, ça se construit brique par brique, au cas par cas, et d'où la nécessité pour les organisations de la société civile et pour les experts, les praticiens de travailler sur le sujet. Peut-être un mot de la fin de votre part, Nicolas? Non, juste en effet, réitérer ce que tu viens de dire. On est juste au début. C'est le début. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Merci beaucoup. Alors, il nous reste une petite minute. J'ai le plaisir, je vous remercie. C'était une table ronde passionnante avec des propos introductifs vraiment très intéressants. On pourrait passer des heures, mais voilà, je sais qu'on a tous d'autres occupations. J'ai le plaisir de laisser la parole à Nadège Buquet, notre déléguée générale de Transparency International, pour quelques mots de conclusion avant qu'on termine. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci à chacun de nos panélistes pour la grande clarté de leurs propos et la qualité de leurs interventions. J'en profite du coup, je profite de ce mot de la fin pour remercier également Sarah Brimboeuf pour cet exercice auquel elle s'est livrée et puis surtout pour cette suggestion très pertinente qu'elle nous formulait il y a de cela quelques mois maintenant, de tenir ce soir ce webinaire sur les enjeux de la restitution des avoirs, précisément à la veille pour la France de se doter par la loi d'un mécanisme de restitution. Donc, encore une fois, merci très sincèrement à chacun d'entre vous. Peut-être pour conclure rapidement, cela évidemment a été dit, mais j'insisterai en reprenant une phrase qui a été prononcée par Jean-Pierre Sueur tout à l'heure. Le sénateur Sueur nous disait en propos d'ouverture: nous arrivons finalement aujourd'hui, au bout de 14 ans, au commencement de quelque chose. Et c'est rigoureusement ce que Nicolas Bonucci évoquait à l'instant. Il est vrai que si aujourd'hui le sujet de la restitution des avoirs est à l'agenda politique, si nous avons obtenu l'implication et la mobilisation du sénateur Sueur, du député Berville et bien d'autres autour d'eux, c'est grâce à la pugnacité d'associations, d'ONG, originellement du CCFD Terre Solidaire, puis évidemment également de Sherpa et enfin de Transparency International. Donc évidemment, à la veille de cette commission mixte paritaire, les représentants de la société civile que nous sommes sont évidemment particulièrement satisfaits, mais encore une fois, cela a été dit, nous restons bien sûr vigilants et très fortement impliqués. Le projet de loi de finances de 2022 a été évoqué. Nous avons des attentes extrêmement fortes, à savoir la création d'un programme budgétaire sanctuarisé ad hoc. Nous avons des garanties en ce sens, mais encore une fois, nous allons rester extrêmement présents pour veiller donc à ce que ce programme budgétaire soit assorti d'autorités d'engagement, de crédits de paiement. Mais enfin, on pourrait presque dire que voilà, demain tout commence, puisque même si cela fait 14 ans que nous menons ce combat, les prochains mois seront déterminants du fait de ce projet de loi de finances, mais pas seulement, puisque aujourd'hui, il convient de garantir que tous les mécanismes, tous les principes qui nous sont chers, à savoir les principes de transparence, de redevabilité et d'implication de la société civile, soient
rigoureusement inscrit dans les modalités opérationnelles et techniques. Et pour nous, cela passe par l'implication systématique d'ONG comme Sherpa, comme Transparency, dans le choix de l'allocation des fonds, dans le choix des projets qui vont demain bénéficier de ces sommes qui seront restituées. Et enfin, nous serons évidemment extrêmement vigilants à pouvoir être, encore une fois, concrètement associés à venir, pour pouvoir venir contrôler véritablement l'octroi de ces sommes, le choix de ces projets et surtout leur bonne affectation. Donc, magnifique victoire que celle qui s'annonce et que nous attendons de pouvoir voir à l'issue de cette CMP demain, mais encore un combat, nous l'espérons non pas 14 années, mais un combat qui nous permettra cette fois-ci de voir très rapidement atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Voilà pour ce propos de conclusion. Bref, merci encore une beaucoup. fois, merci à tous. Merci à tous, je vous remercie et voilà, on finit avec quelques petites minutes de retard, mais je vous remercie pour votre participation, je remercie tous nos intervenants. Je précise que le webinaire était enregistré, nous allons le rediffuser, je vous enverrai un lien et je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.